Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite guidée dans les monuments du Centre des monuments nationaux. On vous a emmené dans plein de monuments exceptionnels et puis là c'est un nouveau jour, nouvelle visite et on est très heureux d'être en compagnie de Marie, notre guide de choix pour découvrir l'abbaye de Charroux. Alors bonjour Marie, merci de nous recevoir et de recevoir tous nos abonnés sur les réseaux sociaux à l'abbaye de Charroux. Première question, où est-on un peu géographiquement? Parce que peut-être que nos abonnés ne savent pas exactement. Ok, bonjour Baptiste, merci. Bonjour à tous. Donc on est ici à l'abbaye de Charroux, dans le département de la Vienne, dans le sud du département, donc du coup au sud de Poitiers. D'accord, très bien. Pour venir, les accès, c'est voilà, en voiture notamment depuis Poitiers. On a des trains qui arrivent de Bordeaux, de Paris aussi. En fait, on est situé plus ou moins entre Poitiers, Angoulême et Limoges. D'accord. On est sur un espèce de triangle entre ces trois grandes villes. Ok, bon, on y reviendra à la fin de cette visite, notamment sur les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un très beau village notamment, beaucoup de choses à faire. Et rentrons peut-être dans le vif du sujet de l'histoire du monument. Alors dis-nous quand ça a été construit, ce monument. Donc cette abbaye a été fondée à la fin du 8e siècle. On conserve un document historique, celui du testament d'un comte, le comte de Limoges, Roger, et de sa femme Euphrasie, qui nous informe justement sur la fondation qu'ils ont faite sur les terres de Roger. Donc ici à Charroux à la fin du 8e siècle pour y installer une communauté monastique, donc 12 moines qui suivront la règle de Saint-Benoît. D'accord. Ils ont été 12 dès le départ? Ils ont été 12 dès le départ installés et puis l'abbaye elle va être dotée par ce comte et cette comtesse de richesses, de biens, de territoires autour de Charroux, enfin sur les terres du comte et de la comtesse, d'une bibliothèque, d'un trésor, déjà de reliques. Donc elle va être plutôt bien pourvue dès l'origine. D'accord. Ok, bah ça va être une belle abbaye. On a l'abbaye de la Sauve Majeure aussi, parce que voilà, nos abonnés connaissent beaucoup de visites dans le réseau du Centre des monuments nationaux, l'abbaye de la Sauve Majeure qui me fait penser à ce que tu racontes. On a alors Juliette filmé cette magnifique tour. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'elle était là dès l'édification ou elle est arrivée un peu plus tard? Elle est arrivée plus tard. En fait, a priori, le premier édifice construit par le comte Roger était en partie en pierre et une autre partie en bois. Et puis c'est que en fait dans leur testament ils vont léguer l'abbaye au souverain qui était Charlemagne. Et donc c'est son successeur Louis le Pieux qui va faire réédifier enfin en tout cas qui va remanier ce premier édifice pour le construire entièrement en pierre. Mais là ce qu'on voit aujourd'hui c'est de l'époque romane et du coup il faut attendre le 11e siècle pour avoir l'édification de cette tour. D'accord. Est-ce qu'il y avait un but particulier? Est-ce que c'était juste esthétique ou est-ce qu'il y avait peut-être aussi pour voir le panorama? Je ne sais pas. Voilà, je demande. Alors du coup cette tour elle fait partie de l'église abbatiale. D'accord. Du coup elle était en position centrale. On est sur une église abbatiale qui reprend qui combine deux plans, un plan centré avec la tour et une rotonde, un triple déambulatoire autour et la croix latine plus commune aux églises du Poitou. Ouais. Voilà. Donc du coup ça combine les deux. Donc cette tour était au centre, à la croisée du transept pour ceux qui voient ce dont je parle. Mais on en discutera si tu veux pour avec plaisir les différents espaces. On sera dans le cloître notamment et puis on le voit notamment voilà, sur les plans et puis sur les maquettes de l'abbaye. Ouais. Si on s'approche un petit peu, je trahis un petit peu les coulisses, tu nous as dit on pouvait s'approcher parce qu'il y avait des choses intéressantes. En fait, du coup, je vais juste reprendre un tout petit peu sur cette tour. En fait, donc cette tour était au centre de l'église abbatiale. Ouais. On a deux niveaux d'élévation, donc les deux niveaux d'arcade. Et au-dessus, on a un niveau avec des pierres plutôt en relief. Ouais. En fait, c'est le niveau d'arrachement des toitures. Parce qu'ici, en fait, du coup, cette partie, les deux arcades étaient en intérieur, l'élévation intérieure. Et au-dessus, on avait les 8 fenêtres hautes, vu qu'on est sur une tour octogonale. Et c'est elle qui apportait la lumière depuis l'extérieur. Et du coup, autour, on avait un triple déambulatoire qui permettait de canaliser le flux des fidèles et des pèlerins, parce qu'on avait des reliques d'importance. Et puis après, du coup, de ce triple déambulatoire, on ouvrait sur le chœur, donc à l'est, à l'ouest sur la nef, et puis on avait les deux petits bras du transept. Donc on avait vraiment ce plan en croix latine
C'est ça, donc au-delà du triple déambulatoire. Il faut se projeter vraiment, mais cette tour nous permet quand même, nous aide à nous projeter, voilà, et un élément central. Oui, et puis on a les restes de piliers aussi et de murs qui permettent de définir le plan. D'accord, très bien. Oui, oui, ce qui permet de reconstituer un peu ce qui pouvait être cette abbatiale qui mesurait quand même 114 mètres, environ 114 mètres de long, donc ce qui était plutôt grand pour l'époque. Ah oui, 114 mètres, voilà, c'est très bonne donnée, ça permet vraiment de se projeter sur la taille de l'édifice. Et il y avait énormément de pèlerins, enfin tu le disais, il y avait des reliques. Il y avait des reliques, ouais. Une abbaye d'importance, voilà, un point névralgique pour les pèlerins, notamment à l'époque. C'était une abbaye très importante. Du coup, on construit cette nouvelle église dans le courant du XIe siècle et on décide d'installer une crypte sous la tour. Elle n'était pas prévue dans le plan initial, donc on a fait un peu quelques modifications. On va pouvoir accéder si tu veux, on va pouvoir s'approcher. Moi je suis très ravi d'y aller. On va pouvoir s'approcher pour voir la crypte et un peu mieux comprendre ce dont je parle. Nos abonnés adorent les coulisses, adorent passer les portes qu'on ne peut pas franchir quand on vient dans certains monuments. C'est très chouette. Merci Marie. On n'ira pas plus bas, mais du coup on a vu sur cette crypte ce niveau demi-enterré qui a été aménagé par la suite. Et cette crypte permettait justement d'accueillir les reliques. Ouais. Reliques d'importance parce qu'en fait on avait notamment, a priori d'après les textes, on avait plus de 70 reliques conservées à l'abbaye de Charroux, dont des reliques très importantes, des reliques christiques, donc qui font référence au Christ. On avait notamment un morceau de la croix du Christ et autre relique d'importance qui viendra un peu plus tard dans le courant du XIe siècle, la Sainte Vertu. Et cette Sainte Vertu, en fait, on apprend que ça correspond au Saint Prépuce, donc au prépuce du Christ, donc une relique vraiment de la chair et du sang du Christ qui a dû drainer beaucoup de... C'est ça, on imagine qu'à l'époque, ce type de relique vraiment permettait à une abbaye d'avoir une reconnaissance, une notoriété qui dépassait évidemment les frontières d'un seul du Poitou, parce qu'on était situé dans le Poitou médiéval et c'est vrai que ces reliques-là apportent une certaine notoriété, sachant que Charlemagne avait déjà aussi octroyé un certain nombre de privilèges à l'abbaye et dès le XIe siècle, elle va être placée, dès le IXe siècle, elle va être sous protection apostolique, c'est-à-dire qu'elle va dépendre directement du Saint-Siège, donc du pape, et plus de l'évêque de Poitiers, de l'évêque local. Donc c'est vraiment tellement important que le pape la prend sous sa protection et le souverain lui octroie un certain nombre de privilèges. Forcément. Et donc on va aussi avoir ces reliques, donc on est vraiment sur une église où les gens s'arrêtent, où les gens font le détour pour venir vénérer les reliques. Et on a notamment un patrimoine comme ça de l'abbaye aussi qui va s'agrandir avec des donations qui vont être faites jusque dans les Flandres et même jusqu'en Angleterre. Ah oui, donc vraiment la notoriété de l'abbaye va vraiment dépasser les frontières du Poitou. Du Poitou, et même de l'Aquitaine en fait, on va être... Et donc le Royaume de France, alors peut-être que j'anticipe un petit peu sur le déclin, mais à quel moment peut-être l'abbaye n'est peut-être plus rattachée au pape, ou est-ce que le Royaume de France récupère cette abbaye? Et bien en fait, elle a changé de... Le territoire en tout cas de Charroux a changé de main, notamment... Donc là on anticipe un peu, mais notamment lors des guerres la guerre de 100 ans, où le territoire, le Poitou, va être sous domination anglaise. Mais en fait on va avoir cette continuité. Tous les souverains successifs et les papes vont continuer à reconnaître les privilèges, les biens de l'abbaye. Et donc en fait on a vraiment une continuité, peu importe si on dépend de la couronne d'Angleterre ou de la couronne de France. D'accord. Donc ça va vraiment rester évidemment un lieu pour les pèlerins et puis pour le pouvoir important. Et donc avant là, je crois qu'on se dirige vers le cloître. On va se diriger vers le cloître. Il y a une autre date importante aussi dont on n'a pas parlé, c'est 989. D'accord. Donc c'est avant la fondation, enfin avant la construction de cette église abbatiale dont on a vu la tour. On a un concile, donc une réunion. Qu'est-ce qu'un concile? Déjà pour nos abonnés, puis même pour moi. Là pour le coup, c'est un rassemblement d'évêques et archevêques qui va se tenir à Charroux et qui va prendre des décisions, parce qu'en fait on va être dans ce 9e siècle, on a un effondrement du pouvoir
centrale. Oui. On est à la suite des invasions normandes et ici dans le territoire, on va avoir l'émergence d'un nouveau comté, le comté de la Marche, parce qu'on est dans une zone frontalière entre le comté du Poitou et celui de Limoges. Et donc ce comté de la Marche va entraîner un espèce de bouleversement géopolitique local. Et donc on va avoir beaucoup de violence. Et l'Église notamment va souhaiter se rassembler à Charroux pour prendre des décisions pour protéger les personnes et les biens de ceux qui ne combattaient pas, des non-combattants. Et donc ce concile va avoir lieu à Charroux en 989. C'est le concile de la paix de Dieu, donc un mouvement qui ensuite sera repris en dehors de l'Aquitaine. Ok, et c'est un moment clé, et alors je ne sais pas si certains connaissent peut-être le concile de la paix de Dieu, mais cette date-là est quasi aussi célèbre, notamment pour les médiévistes, que certaines dates contemporaines qui sont peut-être plus célèbres, mais quand on parle de certains, ou même d'anciennes dates, le baptême de Clovis, les sacres de Napoléon, enfin voilà, je prends Marignan, etc. Cette date-là est une date clé parce qu'elle révolutionne vraiment le monde médiéval à l'époque. Oui, elle donne justement des instructions pour... Et c'est donc pour défendre, c'est pour protéger? C'est pour protéger les clercs, les paysans, les pauvres, tous ceux qui ne combattent pas et qui, des fois, payaient un peu les pots cassés de la guerre entre les différents comtés. D'accord. Okay. Du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne se rend pas compte forcément au Moyen-Âge que ça pouvait être aussi réglementé et que le droit, entre guillemets, canonique pouvait intégrer aussi les... Alors après, leurs moyens de pression sont particuliers parce qu'on reste sur le domaine religieux. Et du coup, leurs moyens de pression, mais qui étaient très importants pour l'époque, c'est d'excommunier. Évidemment, oui. C'est de retirer les personnes qui dérogeraient à la règle de la communauté catholique. Et ça faisait très peur. Et ça faisait très peur. À l'époque, évidemment. C'est un domaine qui marche moins aujourd'hui comme moyen de pression, mais voilà, chaque période a ses moyens de pression, et c'est vrai que l'excommunication était un moyen de pression important au Moyen-Âge. On va peut-être aller dans le cloître. Alors on découvre ce cloître vraiment, alors, moi qui découvre là aujourd'hui, ça invite à la méditation, au repos. Donc c'est très monastique évidemment ce que je dis, et peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait avant, parce que là on a une abbaye où il manque, j'imagine. Il manque certains éléments. Donc là on est dans le cloître, et en fait dans cette cour à ciel ouvert, donc justement qui est assez propice à l'apaisement encore aujourd'hui, malgré son état, malgré les manques. Donc on est vraiment dans un endroit vraiment plus calme par rapport à l'autre côté, au côté de la tour, où on avait vraiment des fois la circulation et la ville de Charroux qui bouge autour. Là on est vraiment sur dans un cadre plus apaisant. Et donc on avait autour de ce cloître différentes ailes. Ça forme un carré. Du coup, une aile manquante, ça va être l'aile de la nef de l'église abbatiale. On vient de voir à l'image à l'instant. Donc la continuité de cette église abbatiale sur ce côté nord. À l'ouest, ici, cette aile était... alors, sa fonction est pas clairement définie, mais en tout cas, elle ouvre sur l'espace de l'aumônerie de l'abbaye. Et de cette aumônerie, il reste, si on circule dans les rues de Charroux, il reste le porche de cette aumônerie qui est encore visible depuis la rue. D'accord, et qui est vraiment intégré et qui faisait partie, c'était l'aumônerie de l'abbaye. D'accord. Au sud, on avait une autre aile qui comprenait, donc qui a disparu, le bâtiment actuel et contemporain, mais qui accueillait les cuisines et le réfectoire. Et puis on avait un certain nombre aussi d'autres bâtiments derrière cette aile, comme une boulangerie, un pigeonnier, un moulin sur un petit cours d'eau. Donc tout ce qui permettait de faire vivre l'abbaye. C'est vraiment une véritable vie locale intégrée dans l'abbaye à l'époque, évidemment, parce qu'il faut s'imaginer beaucoup de personnes vivant et passant. C'est ça. Et du coup, l'aile qui est encore conservée aujourd'hui, c'est l'aile est, et qui conserve en fait 3 salles basses. En bas, on a la salle capitulaire, la salle du chapitre, où se réunissent les moines pour discuter de la règle de Saint-Benoît. Donc ils lisent un chapitre, c'est pour ça qu'elle s'appelle la salle du chapitre. Donc il y a dans la règle de Saint-Benoît, il y a 73 chapitres. Donc tous les jours, les moines se réunissent, lisent un chapitre et en discutent. Et on a 2 autres salles ensuite qu'on peut aussi visiter. Et à l'étage, on avait le dortoir des moines. D'accord. Bon, on va aller voir. Tu as anticipé ma question qui était, dès qu'on visite une abbaye, un monastère, on demande toujours la règle
qui est suivie. Et donc là, tu l'as dit, c'est la règle de Saint-Benoît pour cette abbaye de Charroux. Et c'est vrai que ce cloître, on a la chance au Centre des Monuments Nationaux d'avoir quelques cloîtres assez magnifiques, les 3 cloîtres du monastère de Brou, celui de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, de l'abbaye de la Sauve-Majeure qui ressemble aussi, où il faut se projeter. Et donc évidemment, à toutes les personnes qui suivent cette visite, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, à vous abonner et pour découvrir ces lieux exceptionnels du réseau du Centre des Monuments Nationaux. C'est vrai que de ce cloître, par contre, il nous manque aussi les galeries. Donc il faut imaginer les galeries qui permettaient de circuler autour du cloître à l'abri. Mais c'est aussi romantique ces ruines, parce que c'est quand même un monument où il reste beaucoup de choses, où là tu racontes l'histoire et puis on le sait, voilà, tu pourrais nous en dire beaucoup plus et puis le temps est restreint et puis on invite les gens à venir découvrir évidemment de leurs propres yeux et à lire aussi quand ils viendront ici. Mais évidemment, il y a un côté aussi très romantique avec ces ruines. Avec les ruines, oui. Alors, dis-nous un peu sur cette salle. Dans cette salle du chapitre est également conservée de la sculpture. C'est des sculptures qui ont été sculptées au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, lorsqu'on décide d'accoler un triple portail à l'église abbatiale. D'accord. Qui était situé donc là où on était au... Oui, ouais. Okay. En fait, dans le prolongement de cette église abbatiale construite entre le XIe et le XIIe siècle, au XIIIe siècle, on décide d'ajouter un triple portail, donc cette fois de style gothique. Et ce portail a été détruit, mais une grande partie de la statuaire est conservée et du coup est exposée dans la salle du chapitre et la suivante qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Donc il faut imaginer en fait ici, donc si les gens essayent de se représenter un portail... Oui, pour prendre un portail des cathédrales, les gens voient donc, très bien les portails de cathédrales gothiques notamment. Ouais, donc là on a différents arcs et sur chaque arc, on a représenté une série de personnages différentes. Donc, on a, alors encore en élévation dans un bâtiment, on a la voussure, donc cet arc extérieur qui est conservé avec des roses et des dragons. Et puis ensuite, on avait différentes séries de personnages, des rois, des évêques, des vierges, des prophètes, les apôtres, des séries d'anges, une autre série de personnages moins bien identifiés parce qu'ils ne sont pas conservés. Et puis au centre de la composition, on avait sur le tympan le Christ juge. Donc c'est ce que vous avez en face. Représenté assis sur une dalle qui fait 1,80 m. Donc on est sûrement un peu plus que on est plus grand que la grandeur réelle. Évidemment. Oui, il est assis. Donc c'est un Christ juge qui revient pour juger les hommes à la fin des temps. Okay. Donc à ses pieds se trouvait sur le linteau, donc cette pièce horizontale, la résurrection des morts. Donc qui était juste en dessous. Qui était juste en dessous, ouais. Qui permettait la pièce horizontale qui permet de fermer l'espace ouvert de la porte. D'accord. Donc là, on a la résurrection des morts où on voit un personnage qui sort de tombe au milieu, et puis à gauche, on a le personnage qui s'élève, qui est plutôt apaisé, puisque lui va être jugé positivement, alors que l'autre d'à côté, à droite, lui se prend la tête entre les mains et hurle parce que lui trouvera porte close. Le bien et le mal. Voilà, déjà représenté. Et puis du coup, dans cette salle, les autres sculptures, ce sont celles des évêques et des rois. Donc notamment... Donc là, les personnages représentés, voilà. Ouais. Et on peut les nommer ou c'est comme peut-être à la cathédrale de Reims, on a les rois mais on ne sait pas qui est qui. C'est ça, c'est tout à fait ça le principe. Et du coup, en parlant de la cathédrale de Reims, il semblerait que là, les sculpteurs qui sont intervenus sur les sculptures de l'abbaye de Charroux étaient des sculpteurs qui avaient travaillé notamment des ateliers de sculpture qui connaissent en tout cas les sculptures qui ont été faites dans les grandes cathédrales, comme à Notre-Dame de Paris ou à la Sainte-Chapelle à Paris également, et notamment la cathédrale de Reims ou encore celle d'Amiens ou de Bourges. Donc ce sont des sculpteurs de premier ordre qui viennent aussi jusqu'à Charroux pour sculpter le portail d'une église abbatiale, donc montrant encore la notoriété de cette abbaye à l'époque. Alors je te demande une question, j'ai entendu un mot, et ça c'est le mot pour briller en société, voilà, c'est un mot que j'apprends, voussure, c'est ça? Oui, voussure, si tu nous le redis, c'est exact. En fait, il y a différents éléments sur le portail. Donc, il y a, quand on imagine un portail, donc il y a vraiment la porte en bas avec les battants. Ouais. Au-dessus, on a le linteau, la pièce horizontale. Et au centre, on a le tympan. Donc, c'est là où il y a le Christ et ça forme cette espèce d'arc. Okay. Et en fait, de chaque côté, on a les voussures. C'est les arcs emboîtés qui permettent ensuite de se rapprocher
du tympan. Ouais. Et donc c'est voilà, faut imaginer les petits arcs en boîtier, comme c'est le nom qu'on donne aux voussures. C'est le nom qu'on donne à ces voilà, tous ceux qui regardent cette visite, quand vous serez devant le portail d'une cathédrale ou en dîner, vous pourrez sortir grâce à Marie voussure. Et je serai le premier à le faire. Merci pour cette découverte. C'est un nouveau mot appris aujourd'hui. Et donc, du coup, pour revenir sur la sculpture, donc là, on a deux séries. Donc, on a celle des rois et celle des évêques. Les rois, en fait, ils sont reconnaissables à la couronne, au sceptre et aux beaux atours, aux beaux vêtements. Et tandis que eux, les évêques, ils ont la mitre, la crosse. Alors, quand c'est pas cassé, les crosses, c'est les sceptres. Et puis eux, ils sont en habits liturgiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours. En tout cas, c'est ce qui permet ici de les identifier, de les identifier clairement, même si on ne peut pas les nommer. Évidemment. Donc, ils sont à la fois tous différents et en même temps, il y a une unité sur la série. Tous sont assis, tous sont reconnaissables par leurs attributs. Oui, c'est important de donner une homogénéité quand on regarde un portail qui est quand même une cohérence dans l'architecture des décors sculptés. Ouais. Donc là, on voit bien tous les détails. Alors, et en même temps, ils ont tous une position légèrement différente. Des fois, les vêtements aussi peuvent varier. Les mitres aussi, des fois, peuvent être décorées, ou même les crosses quand elles sont conservées. Et en fait, aucune sculpture n'est semblable. D'accord. Ce qui est intéressant là, et on le voit avec les images de Juliette, c'est aussi de se rendre compte, grâce à cette salle capitulaire, de la taille. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est plus petit que ces dimensions-là, parce qu'on est évidemment en position de regarder un portail en contre-plongée, et donc on a l'impression d'être un peu éloigné et de la perspective écrase un petit peu. Et là, on voit quand même aussi la difficulté des créations en termes juste d'ingénierie sur un portail. On va dire que c'est aussi l'avantage ici, c'est que comme le portail a été détruit, les sculptures, on a pu les placer à peu près à hauteur d'œil, et donc ça permet de les apprécier différemment que si elles avaient été encore en place. C'est ça, c'est qu'on sait récupérer de ruines et d'en faire une sorte de musée et de réutiliser. On a notre préféré évidemment, mais c'est le temps qui fait passer les choses. Donc c'est assez incroyable de découvrir ça. Juliette filmait un des rois qui, en fait, on le remarque, donc ça c'était un roi qui était, donc c'est celui du milieu, qui était très juvénile, très enfantin par rapport aux autres. Et lui, a priori, il était situé en bas, sur la voussure, mais voilà, au plus près du niveau de l'œil. Et puis plus on avançait sur le haut des voussures, plus on avait des personnages, donc des rois plus âgés. Et là, notamment au-dessus, on a deux rois qui, eux, sont barbus, et notamment celui de droite qui a quelques rides sur le visage. Et qui a une position un peu plus familière avec son genou relevé, quelque chose d'un peu moins académique. Donc on avait vraiment aussi cette différence dans la sculpture sur une même voussure entre des personnages. Tout est pensé. Tout était pensé. Et là, on arrive à peu près à identifier où est-ce qu'il devait être placé. Très bien. Et puis si il y en a qui sont intéressés et qui viennent un jour visiter, ils pourront regarder. Il y en a même un qui semble sourire, un des rois qui semble sourire, parce qu'a priori, il y en a un autre qui fait un peu plus l'amour. On verra une prochaine fois. Il faudra que les gens viennent voir ça. Et puis au CMN, on aime les décors sculptés qui sourient, évidemment. On pense à l'ange au sourire de la cathédrale de Reims qui est célèbre. En fait, là, vraiment, il y en a qui se répondent de part et d'autre de la voussure, en fait. C'est vraiment toujours... c'est pour ça, vraiment... on invite les gens à venir puisque c'est rare de voir d'aussi près. Et d'ailleurs, la précision, la beauté de ces décors sculptés, tu le disais, de personnalité, en fait. L'artisan réputé de l'époque qui travaillait sur les plus beaux chantiers de l'époque, évidemment, médiévale. Donc là, tu nous emmènes dans une autre salle dont la fonction n'est pas clairement définie à l'époque des moines, mais qui conserve là encore un certain nombre d'objets intéressants, dont la suite des sculptures qu'on a vu, et un trésor. Et le trésor. Très bien. Le trésor, donc c'était une partie, j'imagine. En fait, c'est une partie des objets religieux qui ont été découverts au sein de l'abbaye. Donc c'est des découvertes des fois plus ou moins fortuites. Mais si tu veux, on peut commencer, on peut bifurquer là-dessus. Je veux bien. Je suis toujours intéressée par les choses qui brillent. Voilà, je vois qu'il fallait en parler maintenant. Donc en fait, il y a deux types de découvertes.
il y a des découvertes qui ont été faites dans des tombes d'abbés ou d'évêques qui ont été enterrés au sein de l'abbaye. Donc ça, c'est ce qui concerne plutôt l'étagère du haut, avec les taux et les crosses, donc ces éléments... donc le taux servait... C'était l'élément qui couvrait. Alors, la canne, si je veux parler comme ça, de l'évêque. Donc il y a une forme de T. Qui a une forme de T avec des lions, oui. Donc ça, c'est ce taux-là avec les têtes de lion et l'anneau, et notamment l'épitaphe à côté, correspondent à ceux des objets retrouvés dans la tombe d'un évêque. Donc c'était l'évêque de Limoges, Géraud, qui est mort à Charroux et qui a été enterré dans l'église abbatiale. Et donc c'est des découvertes qui ont été faites, je crois, en 1850. Et puis les deux autres, ce sont dans le Cross et Taux d'abbés qui ont été découverts dans la salle capitulaire où on était tout à l'heure. Il y a eu des fouilles du sol de cette salle en 1949 et on a découvert 13 tombes d'abbés de Charroux, et donc notamment ces objets-là. Très bien, donc ça c'est pour la partie supérieure. Ça c'est pour la partie supérieure. Et là on entre vraiment dans le vif du sujet. Là pour le coup ce sont des reliquaires, donc des écrins pour accueillir les reliques. Eux, ils ont été découverts fortuitement dans les maçonneries lors de travaux de réfection de l'église abbatiale, enfin de l'abbaye. C'est souvent comme ça. En 1856, voilà, le maçon tombe sur la cache aux reliquaires. Donc on a différents reliquaires, dont notamment celui-ci avec les deux anges. Donc c'est une boîte carrée qui s'ouvre par 3 volets triangulaires. Et en fait, il y a tout un mécanisme qui permet de faire pivoter les anges et dégager le médaillon quadrilobé que les anges nous présentent. Et alors, au moment de la découverte, à l'intérieur de ce médaillon ont été découverts les deux autres petits qui sont présentés. En fait, c'est deux. Donc ce du haut, ce sont les deux faces d'un même médaillon, et celui du bas, c'était le médaillon qui représente un Christ bénissant sur les deux faces. Et là a été écrit sur la tranche de ce médaillon, ici est contenu le sang et la chair de Christ. Donc on est peut-être en face du médaillon qui a accueilli une relique christique. Très bien. Et tu disais, c'est une partie, donc évidemment il y a il y avait eu quelque part, des reliques. Comme il y avait plus de 70 reliques, on peut imaginer beaucoup plus de reliquaires. Mais eux ont été perdus au fil de l'histoire de l'abbaye. Et donc ça c'est toujours l'histoire. Bon, certains, j'imagine, ont été fondus et ne sont jamais retrouvés, et d'autres peut-être sur certaines fouilles, on croise les doigts, c'est comme ça qu'on peut les retrouver. Est-ce que tu voulais peut-être... Là, du coup, dans cette salle, on a quelques exemplaires qui sont conservés des 3 autres voussures. Donc, on avait des prophètes, dont l'un des plus jolis, et celui-là, je veux bien qu'on le montre parce que je le trouve vraiment très, très beau. Allons-y. Alors, il n'est pas toujours idéalement situé, il est ici. Donc, ça, c'est un prophète avec la calotte juive qui lit un rouleau. Et lui, moi, je le trouve vraiment très, très beau, très fin. Avec les traits du visage qui sont... je trouve là aussi, on a la chance d'être vraiment à hauteur d'homme et de pouvoir admirer la précision. Notamment, Juliette montre la barbe. Les ondulations de la barbe et des cheveux, le nez un peu courbé, les rides d'expression sur le front, et puis vous avez aussi la finesse des mains. C'est vraiment un très très beau prophète. Alors, vieillard, mais très très beau prophète. L'âge ne détermine pas la beauté. Ensuite, on avait aussi des apôtres qui sont conservés dans cette salle. Donc, c'est notamment ceux qui sont sur le mur d'en face. Donc là, il y en a 4. Donc, on les reconnaît, ils ont le nimbe, l'auréole, qui les identifie comme apôtres. Et en plus, pour le coup, on peut les nommer, puisqu'ils ont des attributs qui correspondent qui permettent de les identifier, qui correspondent à leur vie. Donc notamment, celui qui a la croix, c'est André, et c'est la croix de son martyr. Donc il montre la croix de son martyr. Ensuite, on a par exemple Pierre qui, lui, possède les clés. Oui, alors Pierre est souvent plus simple à identifier avec ses clés qu'André, en tout cas, personnellement, que sans toi, je n'aurais pas déterminé. Ouais, alors a priori, là, pour le coup, cela, ça va. On peut même identifier Jean qui était au milieu avec le livre, puisqu'il a écrit un évangile. Donc et lui, il est représenté plutôt sous des traits assez jeunes. Donc ça a permis de l'identifier aussi comme ça.
Donc eux, les trois sont plutôt bien identifiés, mais c'est vrai que quand on n'a pas la série complète, c'est difficile de les comparer les uns avec les autres pour identifier clairement l'un des personnages. Ça reste un jeu, il faut aussi prendre, si vous venez visiter avec vos enfants, voilà, qui est qui, et puis, parce qu'on retrouve évidemment dans tous les... Et on sait que ceux qui nous suivent sont amoureux de patrimoine, d'architecture et de culture, et évidemment voilà, ça peut être un jeu mais avec les enfants de faire découvrir en disant, avec la mémoire, les clés qu'elle apôtre, etc. Les clés de pierre, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très connu. Oui, et dont on se souvient si on a visité les monuments quand on était enfant. Et on peut finir la série des sculptures avec les seuls personnages féminins de cette série. Ce sont des vierges. Donc il y en a 5. Donc, ça représente une parabole, c'est-à-dire c'est un texte allégorique qui voulait illustrer une morale, et qui était situé, un avertissement. Pardon, en fait, non, alors pour le coup, dans l'église, elles étaient. Alors sur le portail aussi, mais elle sépare justement les voussures des rois et des évêques de celles des personnages prophètes, évêques et anges qui eux sont au plus près du Christ. Elles font la séparation entre le monde terrestre et le monde céleste, puisque alors la morale de cette histoire, c'était il faut être prêt pour le moment du jugement dernier. Et donc on a des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles, en fait, toutes ont des coupes, mais les vierges folles ont les coupes renversées parce qu'en fait, c'était des lampes à huile qui contenaient du coup de l'huile. Et elles ont consommé toute leur huile avant le moment propice. Donc, elles n'ont plus d'huile pour faire fonctionner leur lampe. Donc, c'est là où il faut être prêt pour le moment du jugement dernier. Donc, elles nous présentent du coup les coupes renversées, alors que les vierges sages, elles, ont les coupes bien droites devant elles, montrant que leurs coupes sont encore pleines d'huile et prêtes pour le bon moment. Elles ont la lumière et les autres sont dans l'obscurité. Elles sont prêtes pour le jugement dernier, celles-ci. Donc elles sont au nombre de 2. Et pour le coup, elles sont vraiment plus sages, voilées, bien emmitouflées dans leur drapé, alors que les vierges folles sont un peu plus différentes les unes des autres, aussi au niveau du costume. Donc il y a vraiment aussi des... mais c'est des précisions passionnantes parce que c'est pas si évident si on ne connaît pas. Évidemment, c'est les précisions que tu donnes de découvrir les vierges sages. Et les vierges folles, alors c'est un thème qui est assez récurrent, notamment s'il y a des gens qui viennent découvrir la région. On a l'église de Civray, alors c'est une église romane, mais qui sur son portail a aussi ce thème des vierges folles et des vierges sages représentées, mais là à la mode romane, donc on va dire qu'on est un peu moins dans le détail qu'à la période gothique, c'est un peu plus stéréotypé. Les portails sont plus simples, si je peux... on est vraiment sur une série où tous se ressemblent plus ou moins, alors que là on a vraiment des différences notables. Très bien. Alors, on va peut-être retourner dans le cloître, on se sent si bien, évidemment. On ne s'en lasse pas de ce paysage et de ce calme. On a commencé à côté de... c'est calme aussi, la route, mais là, évidemment, le cloître invite à ça. Et on va peut-être conclure avec toi pour nous dire ce qui se passe aujourd'hui dans l'abbaye, donc qui est un des monuments, un des 100 monuments du Centre des monuments nationaux, et qui, comme tous nos monuments, ont des actualités et notamment des expositions, spectacles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors on va avoir quelques manifestations de prévues. On a notamment une exposition de reproduction de peinture d'un peintre local, originaire de Charroux, qui s'appelle André Brouillet. C'est une exposition qui va avoir lieu sur la saison touristique, donc c'est du 2 juin au 30 octobre. Et puis on va avoir aussi dans le cadre d'une manifestation Nuit des abbayes, qui est portée par un réseau d'abbayes qui s'appelle Abbassia, en région Nouvelle-Aquitaine. On va proposer un spectacle de danse proposé par la compagnie Adéquate le 28 juillet. Très bien, et qui se déroulera ici. Alors moi, je veux la billetterie pour réserver, parce qu'un spectacle de danse dans ce monument, ça a l'air d'une soirée exceptionnelle. Et après, on est ouvert aussi pour les journées européennes du patrimoine.
J'espère ne rien oublier d'autre. On va aussi relancer une action éducative sur le site. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour... Souvent des enseignants, voilà, des groupes, évidemment. Vous allez, si vous tapez abbaye de Charroux, évidemment, sur n'importe quel moteur de recherche, dont Google notamment, vous tomberez sur le site internet où vous pourrez retrouver évidemment les informations pratiques, les accès pour venir et puis tout ce qui vous sera nécessaire pour venir découvrir le monument. Une page Facebook Il y a une page Facebook du monument, donc si des actualités venaient à se rajouter, il ne faut pas hésiter à regarder dessus. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle manifestation qui pourrait se dérouler au sein de... Voilà, et puis voilà, je suis sûr qu'on a maintenant de nombreux passionnés de l'abbaye de Charroux grâce à ta visite. Et suivez l'abbaye sur Facebook, ça permet aussi de découvrir la vie d'un monument à travers toute une année. Là, on a des pâquerettes, un cloître fleuri, et puis j'imagine qu'en été, le paysage sera différent, en hiver aussi. Donc c'est aussi ça l'avantage de Facebook pour suivre un petit peu la vie d'un monument. Mais je te remercie, je crois qu'on a tout dit. Merci énormément Marie, voilà, à tous ceux qui ont suivi la visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Suivez le Centre des Monuments Nationaux pour toutes les visites, pour toutes les vidéos. On a été ravis d'être avec toi, ravis de vous permettre de suivre cette visite et de découvrir l'abbaye de Charroux. On espère que vous viendrez nombreux. Je vais conclure sur les réseaux sociaux du CMN. Nous sommes présents évidemment sur YouTube. Voilà, abonnez-vous, découvrez toutes nos visites, toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube, sur Facebook, Centre des Monuments Nationaux, Instagram pour voir chaque jour une petite photo d'un de nos monuments ou un détail, etc. @le CMN, sur Twitter aussi @le CMN, toute notre actualité, et on est aussi présent sur TikTok avec plein de super vidéos et de petites pastilles qui vous permettent de découvrir culturellement quelques monuments, et puis on fait le tour sur TikTok aussi, donc voilà, et sur LinkedIn évidemment. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux. Merci encore de nous avoir suivis. Merci. Et voilà, merci Juliette derrière la caméra, Steven Spielberg à nous. Voilà, Jane Campion, c'est beaucoup mieux que Steven Spielberg pour Juliette, et à très vite et bon patrimoine à tous.